今だ、ミカサ。 Alors qu'ils ne faisaient que se défendre jusque-là, c'est à leur tour de faire les assaillants. Voici venir les démons de paradis. Et parce qu'il est le fer de lance de l'humanité, il a traversé la mer. Voici le bataillon d'exploration. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre critique analyse du 6e épisode de la saison finale de l'attaque des titans. Voici Kitaro. Yo, Rainer. Si vous voulez connaître tous les secrets de cet épisode et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Mais juste avant, on doit vous montrer ce qu'on a dans notre cave. Essayez de le défoncer celle-là. C'est trop nul. C'était nul. Ok. C'est en plus je sais plus c'est quoi, c'est qui que j'ai derrière. C'est Maria. Ah bah pour le coup ça marche. Bah bof. C'est China, t'aurais pu faire ouais. On est fiers de vous annoncer la première collection de notre boutique spéciale Kamal et Kita, Shingeki no Kyojin. On a bossé comme des dingues avec nos artistes Tom et Hugo pour vous proposer des produits de fans pour les fans, que ce soit des t-shirts ou des posters. Est-ce que vous êtes prêts? Voici venir la suprématie Mar. Ou est-ce que peut-être vous êtes plus... Ouais, la gloire d'Eldia. C'est trop stylé. À l'occasion de cette saison finale, on avait envie de créer quelque chose. Nous de base, on est vachement fans de tous les goodies de SNK et d'autres mangas qui sont un peu moins génériques, un peu moins officiels et faits par des fans pour des fans. C'est pourquoi on a contacté les artistes avec qui on travaille, qui ont fait de nouveaux produits SNK. On a donc bossé comme des dingues pour essayer de retranscrire cette guerre, cette dernière saison finale, pour vous montrer les deux camps, ceux qui vont s'affronter dans un combat totalement épique sur plusieurs épisodes, et aussi tout ce que représente l'attaque des titans, comme cette clé très symbolique, comme ce mur très symbolique. On essaie des choses que si vous deviez les porter puissent être sobres, passe-partout. On a les trois murs, Maria complètement défoncée, Rosé un petit peu abîmée, tandis que Shina brille car au centre des murs. Voilà, il y a plusieurs modèles et puis pour les posters vous retrouverez la gloire d'Eldia ou la suprématie Mar qui vraiment sont les deux camps qui finalement n'ont rien à envier à l'autre, qui sont tout aussi complets, et c'est grâce à cette composition qu'on réalise le boulot phénoménal d'Isayama sur la construction de son monde. Vous retrouverez donc notre boutique dans la description, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Il faut savoir que nous, presque toutes nos vidéos sur la chaîne sont démonétisées, même si vous y retrouvez des pubs en vidéo, et bien c'est YouTube, c'est les ayants droit officiels qui mettent des pubs pour eux gagner de l'argent, et nous on ne touche pas un seul centime. Donc voilà, il faut savoir que si vous voulez nous encourager, ça nous aide beaucoup, c'est certes payant, mais c'est aussi pour rémunérer les artistes. Donc merci énormément pour votre soutien depuis le début. Arigato. Le lien est dans la description, merci à tous, ça nous aide beaucoup. Et puis si vous voulez vous faire un cadeau tout en soutenant la chaîne, c'est le meilleur moyen. Mais en attendant, Mikasa retrouve enfin Eren. Et alors, sur le dos de l'assaillant, elle s'exprime. Eren, onegai, kaette kite. La guerre est déclarée. Alors que dans le précédent épisode, on vous racontait le cycle de la culpabilité d'Isayama en présentant un Reiner, un Bertholdt, un roi Fritz qui culpabilisaient de toute l'horreur que leur peuple aura commis et que eux-mêmes auront commis. Si de base il y avait toute une horreur, tout un monde cruel, c'est parce que il y avait la guerre, ce cercle vicieux de la haine et de la vengeance que Hajime Isayama dans son manga va peindre. Ça va être ici le but même de cet épisode, ça va être de
renverser la situation. Ceux qui ne faisaient que se défendre jusque-là vont être ceux qui vont attaquer. Celui qui depuis le début reprochait un massacre de masse va commettre exactement le même. On ne peut plus faire marche arrière, c'est trop tard. De ce fait, il n'y a plus aucun manichéisme dans l'œuvre. Les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui, et inversement. Alors de ce fait, l'attaque des titans s'offre une nouvelle lecture, un titre qui du coup ici n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début et pourtant qui a tout à voir, parce qu'on se rappelle avec émotion de ce générique de fin de la saison 3 fait par Wit Studio où on voyait un montage alterné très efficace que les Animonlis ne pouvaient pas comprendre, où Eren était énervé, était en colère et on voyait plein de morts. Du coup on se disait que c'était les victimes de l'attaque de Shiganshina et Eren qui était un rescapé. Cependant non, le montage voulait que c'est Eren qui était très en colère et du coup les images que vous voyez là sont bel et bien des panels de l'attaque de Levelio, l'enfant qui est mort, les parents qui pleurent leur mort et des images qu'on verra dans les épisodes suivants. De ce fait, Eren commet l'irréparable. Eren commet, dans un parallèle visuel très fort, ce que Bertolt et Reiner ont commis au tout début. Ce pourquoi il les a incendiés, ce pourquoi il les avait insultés, il a dit que c'était des tueurs de masse, il disait que c'était les pires pourritures de l'espèce humaine. Et rendons-nous compte de l'ampleur des mots utilisés pour maintenant faire exactement la même. Et alors, ces rochers qui tombent violemment, les gens qui se font écrabouiller comme ça de masse par des choses qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes qu'elles, et ben ici c'est exactement la même chose qu'on retrouve. Et il est fou de constater que c'est pas de l'autre côté de la mer que ça se passe uniquement, c'est de l'autre côté de la mer que ça se passe à cause de ceux qui l'ont subi au début. Là est donc ce qu'on appellera le cycle de la haine et de la vengeance d'Isayama, qui depuis le début de son manga veut nous peindre un monde cruel où chacun est victime, comme Bertolt Hoover qui s'envolait dans le ciel avant de se transformer, nous disait qu'il n'y a absolument rien à faire. C'est comme ça. C'est le monde qui nous a imposé son implacable cruauté. De ce fait, si Eren Yeager aujourd'hui tue tant d'innocents, c'est parce que, avant, il avait déjà été victime. C'est Reiner et Bertolt qui ont créé Eren Yeager, ce monstre. Comme Eren Yeager, aujourd'hui, va créer un nouveau monstre, Gabi Brown. Un cycle qui, dans la merveilleuse écriture du maître Isayama, ne peut être borné. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire que dans l'épisode 3, on voyait Dina, Fritz, qui pénétrait les murs. Et on se disait, merde, Dina, elle est là seulement parce que Grisha était amoureux d'elle, parce que Grisha a commencé ce drame, la chouette qui lui disait, Eren Kruger, c'est toi qui as commencé ce drame, mais... Pour Eren, c'est Reiner et Bertolt, mais pour Reiner et Bertolt, c'est les Eldiens d'il y a 1000 ans. C'est impossible à cerner, c'est impossible à borner. Et maintenant, on en est dans une nouvelle étape supplémentaire où une petite fille grince des dents, exactement comme un petit garçon il y a 9 ans. Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est la guerre en fait. La guerre qui, vous allez le voir, va être le but de cette saison finale, creuser, de dire mais qui a commencé. Et ce qui est totalement incroyable, c'est que la situation s'est donc inversée. Et c'est ceux qui commettent un crime de guerre, quelque chose d'absolument horrible, qui sont acclamés. Aujourd'hui, eh bien on les soutient. Quand on voit les Ackerman arriver, quand on voit le bataillon d'exploration, on est heureux de les voir. On est heureux de les voir se battre, de les voir tuer, de les voir commettre toutes ces atrocités. Et c'est là où Hajime Isayama a réussi son pari. On a leur passif ici, on est un peu endoctriné. On le voit avec le personnage de Flock Forster qui ici dit qu'on a besoin de ce démon. On a besoin d'Eren Yeager. Exactement les mêmes paroles qu'il prononçait au soleil de minuit pour Erwin Smith. On a besoin de ce démon. Parce que pour combattre des monstres, pour vaincre des monstres, il faut en devenir un. Et c'était le rôle d'Erwin Smith, la définition même de l'utilitarisme. Parce que là, ici, on voit des pierres, on voit du sang, on voit des cadavres jonchés sur le sol. C'était exactement la même chose à Stoes, quand Erwin Smith a décidé d'utiliser la population, les civils, les innocents, pour un plus grand bien. Mais Kamal, c'est pas ce que ferait Willy Tybur? Exactement, c'est donc la définition aussi de l'utilitarisme, mais aussi du machiavélisme, où on se rend compte que tout est militaire, tout est intéressé, et qu'il faut être à la fois le lion et le renard, il faut savoir attaquer, et il faut savoir aussi passer dans les mailles du filet. Et c'est horrible de se dire ça, mais Willy Tybur avait donc tout prévu. Et ce n'était pas seulement ce grand blond charismatique héros de la nation, non, c'est quelqu'un qui avait prévu d'utiliser beaucoup de gens comme appât pour attirer Eren Yeager et montrer la vraie dangerosité des démons de paradis pour que le monde entier s'allie contre un seul et ennemi commun. Mais pour ça,
et il a fallu verser du sang. Un grand, blond, charismatique sauveur de la nation. C'est quand même très amusant de voir ici qu'on a deux hommes qui font des paris très risqués, deux hommes qui réussissent leurs paris très risqués, et deux hommes qui réalisent des paris très risqués qui réussissent dans des calèches. Et enfin, deux hommes dont le chant du cygne était de parier leur propre vie pour sauver l'humanité. Cependant maintenant, c'est avec effroi qu'on constate que si, depuis le début de ce manga, on avait été dans ce continent civilisé, ce continent qui est grand, qui est plus fort, qui est plus beau, qui est plus avancé, et que depuis le début, on nous avait dit, bon, on va envoyer nos unités militaires sur une île de réfractaires, de terroristes qui ont fait du mal pendant tant d'années, des démons, ils sont sur une petite île, ce groupuscule extrémiste. Maintenant, imaginez cette scène qui est vraiment très belle de Gabi qui voit d'un coup, clac, on entend la balle partir, et on voit Sacha Brous, véritable démon sans un mot. Ça aurait été terrifiant de les voir arriver. Et surtout, mais c'est ça qui est incroyable, rappelez-vous de ce que ça nous a fait de perdre le garde, celui qui avait le rose sur son dos quand on a perdu Hannes. Mais c'était terrible, c'était quelque chose de très émouvant, de très triste, et Eren Yeager avait perdu son deuxième papa, son grand frère, la synonyme de paix. Hannes représentait la paix. Quand il était ivre, quand il gardait les portes, qu'il avait rien à faire, eh bien c'était cool, c'était la paix. Si on nous crache dessus... C'était un homme qui était profondément humaniste, et là regardez, on voit ce garde qui pareil ici, eh bien était content, qui servait à rien au final, parce que lui il aimait les Eldiens, et il était là, oh ça va Gabi, ah Falco t'a battu à la course, c'était bien, il y avait une bonne ambiance, et aujourd'hui bah c'est ça le drame il est là, ils sont en train de répéter donc les erreurs du passé, la guerre. レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。 Et c'est d'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin qu'on en parle beaucoup sur la chaîne, de Incendie, de Wajdi Mawad, qui est un auteur qui aura vécu la guerre et qui raconte tout ça, et que je vous invite vous à découvrir, à lire. C'est une pièce de théâtre qui est très forte et qui peint comme Isayama. Je n'ai jamais vu une œuvre peindre aussi bien la guerre chez Isayama ou bien chez Mawad, donc n'hésitez pas à la découvrir. L'absence de borne en fait. Voilà, c'est ça, de se dire, mais en fait, quand est-ce que tout ça a commencé? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ne pas répéter les erreurs du passé et faire la paix avec le futur. Et c'est pourquoi il y a une importance capitale qui est accordée au personnage de Théo Magat lorsque Willy Tybur lui dit « C'est pas grave, l'armée maintenant au moins elle est rasée, vous pourrez la rebâtir à vos goûts ». Et ça c'est très fort pour un personnage qui, vous le comprenez, n'a décidément pas grand chose contre les Eldiens, les comprend mieux que le peuple Mar, et qui du coup va avoir une importance capitale dans la suite du manga pour pouvoir établir, dirons-nous, un ordre plus pacifique. Et parce qu'il y aura beaucoup de choses à reprocher dans cet épisode au niveau technique, on en reviendra plus tard dans cette vidéo, ça c'est quelque chose qui est totalement réussi dans cet épisode. C'est les pupilles de Gabi Brown. C'est la scène la meilleure scène. Où se reflète Sacha Brous, c'est tellement fort, et parce que pendant toutes ces années, on a craché la haine sur une personne, elle nous la renvoie en pleine figure, et c'est fort, c'est tellement puissant de voir un nouveau Eren Yeager en pleine création, se métamorphoser, voir l'humain totalement disparaître et voir la haine reprendre dessus. Mais le plus tragique dans tout ça, c'est que au fond, si Gabi ressemble par son idéologie, sa philosophie, son ambition, sa haine, sa colère à Eren Yeager, plastiquement, elle ressemble plus que jamais à Sacha. C'est la même, et l'animé le montrera encore plus, les mêmes cheveux attachés, les deux sont jolis, les deux ont l'air gentilles, et pourtant elles se haïssent, elles s'entretuent, c'est terrible, c'est horrible, et c'est très bien fait. C'est un très mauvais move de la part d'Eren qui lui n'a plus rien à perdre parce qu'il veut aller de l'avant. Cependant, en termes de crise humanitaire, c'est un désastre. Il fait tout ce qu'il n'a jamais reproché aux gens. C'est-à-dire que Eren, c'est le personnage égoïste par excellence. C'est quelqu'un qui, on aimerait tous être Eren Yeager, cependant, on n'a pas du tout envie d'avoir un Eren Yeager à côté de nous. Parce que c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il n'arrête pas de reprocher. C'est un personnage qui, profondément, est instable et, de ce fait, légèrement mauvais au fond de lui. Il faut le dire, parce que pour créer tout ça, eh ben, c'est quelqu'un qui va penser à lui. C'est ni défendable, ni excusable, et pourtant, né dans ce monde cruel, on peut que le comprendre. En tant que comportement humain, c'est incroyable. Et en parlant de comportement humain, on peut donc se rendre compte que le bataillon d'exploration est maintenant divisé. Ils sont de retour, ils sont plus beaux que jamais, enfin presque,
et ils sont surtout beaucoup plus tristes parce que ils sont divisés. Alors qu'on voit un Flock Forster qui va être là et qui va dire regardez, on a donc besoin de ce démon comme Erwin Smith, on a besoin de lui, il faut aller de l'avant, il faut t'attaquer, il faut sous-semer, il faut être l'assaillant, il faut attaquer, il ne faut surtout pas les laisser eux nous faire du mal plus longtemps. Et de l'autre côté, on aura un Jean Kirstein qui va être là et qui vont dire oh qu'est-ce que tu fais, arrête-toi, il y a des civils, il faut pas oublier que nous aussi on était des civils. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on remarque que celui qui est maintenant à la tête de cette entreprise, de cette attaque, c'est Eren Yeager, le plus extrême de tous. Mais encore une fois, c'est compréhensible. La de lui. fin justifie les moyens. Mais on remarquera aujourd'hui que certains ont leurs limites, comme Jean et comme Mikasa, qui ici pleurent, qu'elle se rend compte de la catastrophe que ça signifie, de ce que ça représente, que c'était eux, enfants, qui couraient pour aller voir Carla, pour essayer de la sortir des décombres. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de commettre ce drame. C'est atroce et c'est le début de la descente en enfer pour les personnages. Des personnages qui, vous l'aurez remarqué, vont attacher des petites balises lumineuses au fil de leur marche et au fil de leur avancée. Et ça va prendre tout son sens dans l'épisode prochain. On notera un parallèle très intéressant, c'est celui d'Eren qui va, en assaillant, courir vers les gradins des militaires. Alors ici, pile à ce moment-là, et pile quand il commence son sprint, on a The Weight of Life qui est joué. Et c'est un parallèle très sympathique avec exactement le même moment où The Weight of Life est joué lorsque Reiner brise ses ischio-jambiers, là vous savez son armure, pour pouvoir se mettre à sprinter. C'est exactement pareil. Et encore une fois, dans une volonté, et ça c'est une très bonne chose pour l'adaptation audiovisuelle, de créer un parallèle encore. Les rôles sont inversés quoi. Reiner, toi et moi, on est pareil. Bah décidément... Ikuzo. Cette scène d'introduction de l'épisode qui, comme pour Erwin Smith, nous crée une immense mélancolie pour les personnages. Superbe. C'est ça. très triste, c'est Super. très émouvant, c'est d'une justesse mais parfaite, et de le voir dire au revoir à sa famille, de savoir qu'ensuite il avait tout prévu. Déjà de 1, ce n'est pas dans le manga, et c'est un rajout qui est très bien vu parce que eh bien ça rajoute toute une dimension au personnage, comme pour Erwin, quand on le voyait au sommet de sa montagne de cadavres, on se rendait compte du personnage. Là c'est pareil, la discussion dans la calèche, on vous en parlait déjà la semaine dernière parce que elle ne devait pas être à ce moment-là, elle devait être avant, et ça donnait une autre dimension aussi au spectacle, beaucoup plus de tension. On retrouve dans la scène d'introduction des jouets qui rappellent le tout premier épisode, l'introduction, le rêve d'Eren Yeager qui nous présentait déjà des jouets, cette poupée de chiffon. Est-ce que c'est les mêmes jouets? Est-ce que c'est exactement la même scène? En tout cas, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, d'y croire. C'est étrange. Kenny. Et c'est vrai que dans cette scène, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est mine de rien les vieux qui sont silencieux et l'importance qui est accordée, je pense, aux parents, on va dire, de Willy Tybur, simplement parce que regardez leurs âges, et quand on sait que la Grande Guerre des Titans s'est terminée il y a 107 ans, ça nous fait penser aux grands-pères de Kenny qui sont des gens, putain, qui sont tellement capitaux, parce que nous les lecteurs de l'Attaque des Titans, on n'a pas 80 ans, du coup on est souvent très jeunes et on se rend pas compte qu'en fait 100 ans, mine de rien, c'est pas grand chose. Et quand on y pense, c'est exactement ce qu'a voulu faire Isayama avec la Première Guerre mondiale. Qu'aujourd'hui, nous, on se dit, ouais, c'était il y a plus de 100 ans, il y a des gens qui étaient encore vivants, des poilus, qui étaient encore vivants en France et partout dans le monde, il y avait encore des gens qui pouvaient la raconter, cette guerre. Comme il y avait beaucoup de morts, on montait dessus pour traverser. On montait dessus pour aller à l'attaque. C'était terrible de voir une chose pareille. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il nous a dit, pour un commandant. Vous êtes venu ici pour crever. Le son premier mot. C'était beau, ça. C'était rassurant, ça. Et voilà, on a un peu ça, on a un peu ce sentiment-là, que c'est eux qui se taisent. C'est beau, c'est très beau, c'est ceux qui ont vécu la chose, ceux qui sont le plus proches, qui pourtant ne disent rien. Et eux, ils n'ont pas envie de parler de tout ça. Mais Willy a donc parfaitement réussi son plan qui va galvaniser toutes les troupes mondiales contre l'île de Paradis, de converger toutes les grandes instances de ce monde. On voit des gens de la coalition du Moyen-Orient, des Asiatiques, on voit les citoyens Mar, qui ici sont tous morts. De ce fait, c'est un incident politique mondial, puisque de grandes personnes de chaque pays sont mortes sous les coups d'Eren Yeager. Donc chaque pays va déclarer la guerre à Eren Yeager, donc le monde entier face à Eren Yeager. Mais genre, le monde entier a un seum terrible contre l'île de Paradis, et c'est pourquoi Théomaga dit mais vous devez être au courant de ça. C'est quoi votre plan de B en fait, parce que vous êtes complètement fini. Mais ils ont une force de dissuasion, comme vous l'avez bien compris, il y a une chose qui peut faire peur au monde entier,
eh bien, c'est le grand terrassement. Et c'est donc ça, c'est ça qui est très important. Parce que donc, comme on vient de le dire, maintenant c'est Eren Yeager contre le monde entier. Cependant, Willy a mentionné à un moment, pour les plus attentifs, que il y a des alliés des démons quelque part dans le monde, mais qu'ils sont encore pour le moment difficilement identifiables. C'est très important parce que jusque-là, on n'a jamais vu un seul allié extérieur. Parce que depuis le tout début de cette histoire, il nous a juré qu'il allait tous les exterminer. Et c'est devant la mer qu'il s'est rendu compte que l'ennemi, eh bien, c'était l'humanité tout entière. Et que donc à partir de là, il va falloir tous les exterminer. Il y a du boulot. Et c'est ça l'ambition d'Eren Yeager, d'aller toujours de l'avant, plonger dans cet enfer. Lui n'a aucune limite, comparé à ses camarades qui aujourd'hui, eux, voient cette limite-là, voient la catastrophe qu'ils sont en train de commettre, regrettent, culpabilisent. Ça y est, on y retourne. Eren Yeager, lui, ne culpabilisera jamais. Il n'est pas la proie, il est le chasseur. Un parallèle qui fait penser à cet enfant instable qui a grandi en adulte instable, qui lorsqu'il était plus petit est poignardé violemment des coups de couteau un homme qui était à terre et déjà mort, et qui réitère sa terrible expérience cette fois-ci à une échelle supérieure, en titan de 15 mètres, et qui va redonner des coups de masse comme ça sur des cadavres. C'est terrifiant. Imaginez-vous être à sa place. Bertholdt, ce qu'il a fait, c'est donner un coup de pied, d'accord? C'était rentrer, c'était une mission. Reiner, ce qu'il a fait, c'était briser de la pierre. Le reste, c'est des dommages collatéraux, soit. Là, c'est volontaire, c'est se jeter sur les gens, les écraser avec son poing, c'est... Mais il faut être un monstre pour faire ça, il faut être terrible. Ils ont attaqué la pire personne. Comme disait Reiner à ce moment-là, l'originel est tombé entre les mains de la pire personne possible. Parce que Eren Yeager est un homme extrêmement violent. Lui, il ne s'arrêtera jamais. Car si le reste du monde ne l'avait pas obligé à vivre comme un oiseau en cage, si il n'avait pas tué sa mère ce jour-là, jamais la haine n'aurait réveillé sa violence enfouie. Et parce qu'ils ont essayé de le priver de sa liberté, il prendra les devants pour leur arracher la leur. Un Eren extrêmement violent comme est le choc visuel de la 3D de l'assaillant. Qui, il faut le dire, est selon moi, un désastre. C'est-à-dire que vraiment, Mappa Studio nous aura appris, en tout cas, une belle leçon, c'est que la 3D, vous avez beau la faire aussi belle, aussi chiadée que possible. Moi, c'est la plus belle 3D que j'ai vue dans un animé japonais. Cependant, ça n'empêche pas, moins que pour moi, c'est un échec retentissant de l'utilisation de la 3D dans un animé comme Shingeki no Kyojin. L'assaillant est très mal fait. L'assaillant n'a pas un seul beau plan, si ce n'est celui qui arrive juste avant le générique, qui est en 2D, qui est une image fixe, un superbe dessin. Le reste, vraiment, c'est un échec et je trouve ça navrant. Je trouve ça très triste parce que ça m'a décroché tout le long de l'épisode, vu que c'est quand même le sujet principal et qui mesure 15 mètres de haut et que c'est le centre de l'attention. Et du coup, dans des plans qui sont statiques, dans des plans qui n'ont pas de propos virtuels, avec une caméra 3D, un espace virtuel, ça n'a vraiment aucun sens, si ce n'est une économie de moyens, une économie de temps pour un studio qui est extrêmement rushé, un studio qui est victime d'une production désastreuse et qui de ce fait rend victime l'Attaque des Titans dans sa production animée. Le contraire total de Mikasa Ackerman, qui est splendide dans ses actions. Son arrivée, la musique qui va faire ressurgir le bataillon d'exploration d'antan, c'était stupéfiant. L'animation était magnifique. L'utilisation de la 3D dans un espace était extrêmement intéressant. Et enfin, Mikasa qui marche sur les murs, qui rappelle Arifumi Imai, qui la faisait également marcher sur le mur rose. On retrouve également les plans qui faisaient rappeler également Arifumi Imai, l'animateur culte de l'Attaque des Titans, qui navigue entre les bâtiments pour faire arriver le bataillon d'exploration. C'est très beau, c'est très propre. Vraiment, l'utilisation de la lumière, l'utilisation de la 2D, il y avait tout qui allait. La lumière des projecteurs, leurs ombres, c'était très beau. Levi, Mikasa, Jean, Connie, Sacha sont tous très bien réussis, d'autant plus, et c'est pourquoi il est très important de mentionner cela vis-à-vis de Flock Foster, qui est selon moi également très raté, mais c'est normal, parce que il faut prendre en compte que l'animé de l'Attaque des Titans que l'on juge vis-à-vis de Wit Studio est celui qui est remasterisé sur le Blu-ray, c'est celui que vous connaissez. Cependant, je doute que vous connaissez ces images, je doute que vous connaissez l'horreur qu'était Eren Yeager lors de la saison 1 en télévision par Wit Studio.
quelque chose qui, vous le voyez à gauche, a été réalisé très rapidement en 5 jours, et ça qui a été réalisé des mois et des mois pour une approche totalement finie, que Flock Foster, comme Jean Kirstein, Connie Springer ou Sacha Brau seront beaucoup plus beaux et tout sera beaucoup plus chiadé. C'est pourquoi les chara-design ici, ce serait injuste de trop les attaquer puisque tout ce qui est 2D sera refait, et pourtant c'est déjà très beau. Mais alors le véritable problème, c'est ce combat de l'assaillant contre le marteau d'armes, entièrement en CGI, et alors, eh bien ça nous fait totalement ressortir. Malheureusement, elle est très mal exécutée, c'est très décevant, et toute la suspension consentie d'incrédulité donc, qui est que, eh bien, on accepte de mettre notre scepticisme de côté et on se dit « Waouh, trop bien, les titans ça existe en fait » et ben on n'est pas dedans, ça n'a pas marché à cause de l'image, et c'est tellement dommage, parce qu'on a un animé qui maintenant aujourd'hui se repose sur l'écriture d'Hajime Isayama. S'il y a des reproches à faire, s'il y a quelque chose à condamner, c'est ce système de l'animation japonaise totalement toxique, parce que ce n'est au fond ni la faute de MAPPA, ni la faute de Wit Studio. Les deux studios, eh bien, ont énormément souffert de ça. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que si aujourd'hui, on voit qu'en 2013, on avait des animations totalement magistrales, des trucs qui sont tellement beaux pour leur époque, aujourd'hui donc on ne peut que regretter de ne pas avoir ça, pour des scènes d'action qui sont encore plus importantes. Mais à l'époque, Wit Studio avait eu beaucoup plus de temps, certes, et donc ils avaient la possibilité, bien que cela leur a demandé beaucoup de travail, de créer, eh bien, un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, eh bien, MAPPA Studio n'a pas eu le même temps. Mais attention, le défendre sur ce point-là n'est pas juste pour autant. C'est eux qui ont décidé de prendre sur leurs épaules cette adaptation. On va avoir Jujutsu Kaisen, on va avoir l'attaque des titans et on va être le studio d'animation le plus populaire. Et c'est donc dans un soleil de minuit, véritable dilemme, que le studio qui a les yeux plus gros que le ventre a dû donc faire un choix. Et quand on voit la réussite de Jujutsu Kaisen et l'échec de Shingeki no Kyojin, on comprend lequel a été fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Wit Studio a abandonné ce projet-là, c'était par manque de temps. C'est parce que quelqu'un leur a dit « Ah, vous pouvez pas faire la suite en 1 an ? Eh bien très bien, à ce moment-là, on va le donner à un autre studio. » Le studio MAPPA l'a accepté parce que personne d'autre voulait faire ce pari. C'était impossible de réaliser une saison magistrale aussi belle que Wit Studio en si peu de temps. Parce que comprenez qu'ils n'ont pas accepté de bonté de cœur. Là, la définition de MAPPA, et c'est pourquoi je vais juste rebondir en disant que c'est un petit peu à blâmer le studio de MAPPA, simplement parce que, en tout cas, absolument pas ces animateurs. C'est tout à fait condamnable d'aller harceler des animateurs qui font de leur passion un travail et qui en plus de ça se donnent comme jamais à fond pour nous produire la plus belle expérience possible. C'est de l'esclavagisme moderne là-bas. Cependant, la décision de MAPPA Studio est selon moi désastreuse d'avoir accepté l'attaque des titans dans de telles conditions, simplement parce que ce studio-là n'a pas accepté ça de bonté de cœur et l'a fait parce qu'il est extrêmement ambitieux et parce que, on peut le dire, c'est un studio qui a les yeux plus gros que le ventre. Jujutsu Kaisen, l'attaque des titans, Chainsaw Man, alors que l'attaque des titans est déjà débordée. Wit Studio, c'était un studio de commande. Le comité de production IG au Japon leur donnait un chèque pour réaliser un produit de commande, l'attaque des titans, pour ce comité de production. MAPPA Studio sont désormais dans le comité de production. Cela signifie qu'ils sont devenus producteurs exécutifs. Cela signifie qu'ils sont intéressés par les recettes. Cela signifie qu'ils ne font pas une commande comme le faisait Wit Studio. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à ce que le produit final soit de bonne facture, simplement parce qu'ils vont être dépendants de la réussite financière du projet. Et alors, on peut regretter amèrement, et c'est pourquoi avec cela en tête, regretter fortement la réalisation de Wit Studio, qui juste eux ont leur chèque, et que si l'animé est une putain de merveille comme il a été, je suis désolé, eh bien ne vont pas gagner un centime de plus. D'accord ? Tandis que MAPPA, eux, vont gagner davantage parce que l'animé est populaire. Mais il est moins bien réussi. On peut donc reprocher à la production de MAPPA d'avoir accepté ce contrat, d'avoir accepté ce pari de faire la saison finale de l'attaque des titans en 1 an, alors que dites-vous bien, la scène de Levi contre le bestial a demandé 3 à 4 mois de boulot. Cette scène-là, elle dure même pas 1 minute. Là, on parle d'une saison entière en 1 an. On voit qu'il y a un souci, en fait. On plaint les animateurs, ça fait énormément de peine de savoir que, de base, le projet était voué à l'échec. Parce que, je pense que vous serez d'accord avec moi, on aurait été tous là, dans 4-5 ans, à découvrir la suite et fin de l'attaque des titans, qu'elle soit par Wit ou par MAPPA, parce qu'elle aurait été grandiose, elle aurait été chiadée comme pas possible, parce qu'ils ont eu le temps. Mais tiens donc, c'est pas exactement ce qui s'est passé entre la première et la deuxième saison ? On vous le disait au début, aujourd'hui, nous pouvons donc faire la critique complète de l'adaptation audiovisuelle de l'attaque des titans par MAPPA, parce qu'on a les seiyuu, on a les titans, et on voit ce qu'ils ont décidé d'en faire. Cette économie de moyens par la 3D
à contre-cœur, pour tout le monde, je pense. Pour tout le monde, on a des personnages en 3D, on a des titans en 3D, on a des scènes de virevoltement en 3D qui sont beaucoup moins agréables, beaucoup moins réussies quand même que Wit Studio. C'est donc une déception. Et ce n'est pas une catastrophe, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a plein de bonnes choses à retenir, mais ce sera souvent porté par l'écriture d'Isayama. On peut donc retrouver forcément la même censure que Wit, quand le marteau d'armes décapite Eren, enfin quand l'assaillant se fait décapiter, parce que si Eren se fait décapiter, c'est un peu chaud quoi. Dans l'intimité des choses, les personnages et les chara-design sont stupéfiants, beaucoup mieux selon moi que Wit Studio. Maintenant, et lorsqu'il s'agit de faire une action et qui est le point culminant de l'attaque des titans, c'est raté. C'est-à-dire que vraiment, normalement, l'attaque des titans, c'est un pathos qui doit s'exprimer par les images, ici, qui sont très dérangeantes. On est dans une vallée dérangeante constante. Vous savez, la Uncanny Valley, pour ceux qui ne savent pas, c'est une théorie qui veut qu'une animation 3D qui se veut réaliste va arriver dans un moment où, dans un entre-deux, soit elle est pas du tout réaliste et alors on n'adhère pas et on se dit ça, c'est pas réel, soit elle est extrêmement bien faite et on adhère. Ça, c'est aussi très difficile à faire. Ici, l'Uncanny Valley, c'est un juste milieu dérangeant où on se dit waouh, c'est pas très beau et on n'y croit pas. Et ben c'est vrai, on n'adhère pas du tout. Je pense que ce serait de mauvaise foi de dire qu'on adhère et qu'on est vraiment dans l'action et qu'on a le souffle coupé face à ce qui se passe, parce qu'on n'a pas ce pathos là qui est exprimé par les images et par les musiques. Alors que l'attaque des titans c'était un opéra, c'était du pathos, c'était la tragédie d'Eren Yeager, la tragédie de tous les personnages, et v'là que ça meurt, et v'là que ça veut se venger. Et bien là, il n'y a pas tout ça, et c'est pour ça que quand je parlais juste avant de suspension consentie d'incrédulité, eh bien c'est tellement dommage. Je n'étais pas derrière mon écran à trembler, à être pas bien, alors qu'on a des scènes qui sont devenues historiques, cultes dans l'animation japonaise, hein. La transformation de Reiner, Bertolt, même le premier épisode de l'attaque des titans, enfin c'était quelque chose qui était incroyable et qui va rentrer dans l'histoire. Et ben là ça fait peur de savoir qu'on va pas se souvenir de ça comme le produit définitif, parce que Wit Studio avait créé l'attaque des titans au fond, parce que moi je l'ai découvert comme ça, et ensuite je suis allé sur le papier, mais au fond, c'est eux qui m'ont montré ça, et j'en suis très redevable, mais aujourd'hui, eh bien, si depuis le début on avait eu Mappa, eh bien on n'aurait pas eu ce chef-d'œuvre là, on aurait eu waouh, Shingeki no Kyojin, c'est vachement une belle histoire, et l'adaptation animée, oui, c'est sympa, ça vaut le coup. Mais lisez le manga quoi. Mais c'est dommage, est-ce que ça peut aller pour un tel chef-d'œuvre de dire, ouais, c'est sympa, c'est cool. On dit pas que le produit est raté, on dit juste qu'il est raté vis-à-vis du chef-d'œuvre qu'est Shingeki no Kyojin et de son histoire, et aussi également de la comparaison sur laquelle il va souffrir vis-à-vis de Wit Studio. Il y a cependant plein de bons points positifs qui, je rappelle, sont ceux du bataillon d'exploration, Levi à la fin qui était magnifique sur ces jeux d'ombre lumière, Gabi qui était superbe, la scène de Gabi, et qu'il faut le dire, Gabi qui voit Sacha est beaucoup mieux que dans le manga. Levi qui apparaît en général est plus lisible que dans le manga, qui est plus beau, même si la page où on le voit apparaître, où vous savez marqué Ackerman, est plus sympa dans le manga, mais encore une fois, le chara-design ici, je suis sûr et certain qu'il n'est pas définitif. On voit il a un peu des grosses joues, et bien ce sera coupé, ce sera corrigé. Cependant, ce qui est sûr, c'est que la 3D, elle va pas bouger. C'est trop difficile à corriger et peut-être que les projets seront sauvegardés, cependant ça va pas changer drastiquement, tandis que tous les chara-design qui sont déjà bien seront encore mieux. Du coup ça va créer une balance encore plus forte. On pourra également noter deux autres excellents points de cet épisode. De 1, le mixage son très bien rythmé avec une nouvelle OST entremêlant le discours de Magath, le désarroi de Cord et le combat d'Eren qui rend la chose beaucoup plus grand. On a ici une nouvelle musique très bien composée et utilisée. Le second point positif est la scène de panique au début et la parfaite retranscription de la force physique d'une foule. L'ambiance est réussie et la scène est donc plus que crédible. On peut donc constater qu'après ces 6 épisodes, là où Mappa auront le mieux géré leur adaptation, eh bien c'était dans la réalisation de l'épisode 3 qui était fait par le directeur même du studio, qui était vraiment intelligente, qui faisait un nouveau souffle, et c'est vraiment dommage de pas avoir eu ça jusqu'au bout. Et peut-être qu'on aura d'autres fulgurances comme ça, c'est-à-dire que maintenant on se dit, on a à peu près la couleur, on voit où ça va aller, mais là peut-être que, il faut savoir, cet épisode a été fini samedi. Rendez-vous compte, il faut être honnête, donc à un moment, il faut pas harceler les gens, il faut pas leur dire qu'ils sont affreux, qu'ils ont détruit l'attaque des titans, non, il faut juste au moins ne pas censurer la critique et dire que c'est quand même vraiment regrettable. C'est regrettable. Et donc ça nous fera regretter le trailer qui était, oui, certes préanimé, on avait beaucoup d'attentes et finalement on a les résultats inverses. Et finalement c'était préanimé mais c'était pas bon. Voilà, c'est moins beau que le trailer. À ce moment-là, j'ai envie de finir cette vidéo sur un conseil. Bien qu'au début l'attaque des titans avait une histoire monumentale, eh bien elle l'est toujours encore aujourd'hui alors qu'on s'approche de sa fin. Seulement au début les dessins d'Isayama n'étaient pas très beaux. Plastiquement c'était pas ouf, mais on avait Wit Studio
studio qui avait créé quelque chose, qui nous avait montré ce que c'était que l'attaque des titans et toute sa force. Aujourd'hui, beaucoup de temps s'est écoulé et les traits comme la technique d'Isayama s'est affinée, il y a eu beaucoup de progrès et le papier n'a jamais été aussi beau. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite grandement à lire le papier, à découvrir la suite de l'histoire sur le manga pour pouvoir profiter au final un max de l'anime, pour avoir un complément, parce qu'on va voir la suite de l'histoire par Isayama, par ses traits, par sa composition, et ensuite on se dit ah cool, il y a l'épisode le dimanche, et finalement on peut être que heureux. Mais votre avis nous intéresse pour ceux qui ne regardent que l'animé, pour ceux qui découvrent les actions de Mikasa Ackerman, de Levi qui arrive comme ça, qui est tout BG, qui a environ les mêmes joues que ça. Et du coup, vous qui avez découvert ça, dites-nous en commentaire, c'est vraiment très important de voir ce que vous en avez pensé, vous, de découvrir l'assaillant comme ça, de découvrir toutes ces actions qui vous étaient inconnues jusqu'alors. Est-ce que vous avez été emporté, est-ce que vous avez envie de voir la suite, ou est-ce que vous êtes tenté peut-être de découvrir le paneling de Isayama qui est plus efficace, qui est plus peut-être violent, qui présente un RN bien plus violent, bien plus dynamique, des angles de vue qui étaient pour le coup, je trouve, plus intéressants que ceux de Mappa Studio. D'ailleurs, c'est un épisode qui nous oblige à parler beaucoup de la technique, vu que il se passe beaucoup d'actions. C'est pour ça qu'ici on en aura beaucoup parlé. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui vont le faire. Et pour cela, deux choses. De 1, abonnez-vous. De 2, mais où est passé Armin ?